Je vais essayer d'en parler. Je ne suis pas fondamentalement pessimiste, mais bon, disons que on verra ça tout à l'heure de toute façon. D'abord, je tiens à remercier Christina Astier qui a avancé mon nom, je pense. Je vous remercie, vous, Christine, de m'avoir fait confiance, et ainsi que Jean-Paul Segade. Et je vous remercie d'être là. Et je suis très honoré, et très flatté, et en même temps un petit peu ému. Bon, en tant que réalisateur, c'est vrai que j'ai réalisé pas mal de films documentaires, et surtout, pas surtout, mais enfin, j'ai énormément de films à connotation historique. Donc, mon travail a consisté à transmettre de la mémoire. Et puisque c'est le thème de ce séminaire, je pense que c'est intéressant que je sois là. Enfin, pour moi, en tout cas. Je l'ai toujours fait avec passion, vous l'avez dit, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'un événement historique? Bon, on va pas revenir sur une définition, simplement rapidement. C'est un événement extraordinaire du passé qui a suffisamment marqué les mémoires pour avoir laissé une trace dans le conscient collectif. Quand je fais un film documentaire, je récupère une grande partie de cette mémoire que je vais peut-être un petit peu transformer, mais que je vais aussi transmettre pour perpétuer la mémoire de cet événement. Je suis un passeur de mémoire. Vous l'avez dit, j'ai fait pas mal de films historiques avec des historiens. En ce moment, passe toujours sur la chaîne Histoire une série de 80 films que j'ai fait avec Alexandre Adler et qui passe en boucle. J'ai fait aussi des films avec... ça, c'est des petits films de 15 minutes. J'ai fait des films de 52 minutes ou d'une heure et quart ou d'une heure et demie avec Pierre Miquel, en particulier toute une série sur la guerre de 14-18. C'était son grand dada, si on peut dire. Et puis, j'ai fait aussi un film dont on vous présentera des extraits tout à l'heure sur... le vote du 10 juillet 1940 qui a accordé les pleins pouvoirs à Pétain. J'ai travaillé pour les séries Mercredi de l'Histoire, Brûlure de l'Histoire, enfin tout ce qui est connotation historique sur les chaînes de télévision, essentiellement le service public d'ailleurs, parce que ce n'est pas un terrain qui intéresse beaucoup les chaînes privées. Alors, comment vous racontez la genèse et la fabrication d'un film? Je crois que le mieux, c'est de vous dire ce que je suis en train de faire en ce moment, puisque je suis en train d'en faire un. Le film que je suis en train de faire, c'est un film sur l'armistice de 1940, dont ça va être le 70e anniversaire dans 3 mois, le 22 juin. Alors là, c'est un producteur qui m'a téléphoné, que je ne connaissais pas, qui avait vu mes films et qui m'a demandé si ça m'intéresserait de travailler là-dessus. J'ai sauté sur l'occasion, bien entendu. C'est pas le genre de choses qui se refusent. Et ce producteur, c'était bien évidemment auparavant enquis d'une diffusion possible. Lui, il avait envie de faire ce film, mais bon, il peut pas engager des frais assez considérables quand même, parce qu'il faut savoir qu'un documentaire d'1 heure, c'est minimum 120 000 euros, 150 000 euros quand on le fait dans le confort, et ça va jusqu'à 300 000 ou 400 000 euros si on se met à recréer, à faire un peu de fiction, ce que font beaucoup les Anglais et les Américains maintenant. Donc, il est évident que le producteur a tout intérêt à s'assurer d'une diffusion d'une chaîne et être sûr que son film ne passera pas par la case perte et profit. Donc, ayant accepté, il m'a fallu replonger dans l'histoire, parce que bon, moi je connais pas tout ça par cœur, même si je suis un grand passionné. Dans les grandes lignes, je les connais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va chercher les historiens qui ont écrit sur la période. Bon, en l'occurrence,
les premiers qui ont écrit, c'est Robert Aron, Benoît Méchain, Jean-Pierre Azéma, puis il y a toute une ribambelle de jeunes aujourd'hui qui écrivent aussi, et qui apportent des choses nouvelles et intéressantes, on va le voir là. Et puis, je suis allé aussi aux sources de ces historiens. Parce que bon, chaque historien, évidemment, il a sa vision, il a ses propres choix, il a ses engagements politiques. Donc, il faut aussi faire la part des choses quand on lit un historien. La difficulté quand on va transmettre la mémoire d'un événement historique, c'est d'essayer quand même de cerner le plus près possible de cette vérité historique. Si tant est, on y arrive. Donc on est obligé de lire un petit peu tout ce qui s'est écrit pour arriver à faire la part des choses compte tenu des engagements de chacun. Et puis on va aux sources. Là j'avais le temps parce que bon, il m'a parlé de ce film il y a 6 mois. Donc je suis allé aux sources des historiens, sur quels textes ils ont travaillé. Les sources, c'est les mémoires des acteurs, de ceux qui ont travaillé qui ont été les acteurs, je veux dire, de l'événement, c'est-à-dire tous les politiques de l'époque, les militaires, Paul Reynaud qui était président du Conseil, Paul Baudouin, son sous-secrétaire d'État à la présidence, qui ont tous laissé des mémoires. Le général Gamelin, le général Végan, qui a succédé à Gamelin, le général de Gaulle, qui à partir du 5 juin devient sous-secrétaire d'État à la guerre, et qui auparavant était colonel dans l'armée. Winston Churchill, qui a beaucoup d'importance à cette période-là. Puis il y a les déclarations, il y a les dépositions au procès, différents procès, le procès d'Orient en 42, le procès de Pétain et le procès de Laval en 45, etc. Toutes ces dépositions qui apportent des renseignements sur les événements. Quoi encore, quelques témoins privilégiés aussi. Il y avait l'ambassadeur Caméraire qui a laissé un très beau livre très intéressant. Et puis Pertinax, un journaliste. Bon, j'ai lu tout ça, et ensuite, à partir de là, je me suis mis à commencer à travailler sur un scénario. Et puis, je suis documentariste, mon métier consiste à faire des films, donc il me faut des images. Alors, comme je ne fais pas de fiction, il faut retrouver des images d'archives. Alors ça, c'est un problème qui se résout assez facilement, puisqu'il y a des librairies, des bibliothèques d'archives qui sont assez connues, des banques d'archives, médiathèques, enfin elles ont des tas de noms. Il y a les actualités françaises de l'INA, il y a les actualités cinématographiques de Gaumont et Pathé, il y a diverses collections à Londres, le War Museum, le Bundesarchiv à Berlin et le NARA, très important, la librairie du Congrès à Washington, parce que quand les Américains ont débarqué en 44, puis surtout en 45, quand ils ont envahi l'Allemagne, quand ils ont délivré l'Allemagne, ils ont fait main basse, les Russes aussi d'ailleurs, sur beaucoup d'archives. Donc on retrouve toutes ces archives aujourd'hui à la librairie du Congrès à Washington. Elles sont, tout le monde peut aller les consulter, donc c'est assez facile et pour nous c'est très intéressant, puisqu'on peut même les consulter maintenant par Internet. Pardon. J'ai même pas eu à me déplacer en l'occurrence, puisque par Internet avec quelques numéros de code, on se branche et puis on visionne tout ce qu'on recherche, comme dans une librairie, quoi. Donc j'ai fait ces recherches. On peut aussi faire des recherches de documents personnels. Il n'y a pas très longtemps, on a pu, grâce à ça, voir un film sur Arte. C'est un film fait d'après les films qu'avait tourné Eva Braun pendant les 13 dernières années de sa vie avec Hitler. Elle était passionnée de cinéma et elle tournait tous les jours presque. Elle tournait Hitler dans son à Berchtesgaden, etc. Et donc ce film, on a pu le voir sur Arte il y a 2-3 mois. Film très intéressant. En dehors des films, qu'est-ce qu'on a comme documentation iconographique? On a les photographies aussi,
pas mal de photos. Alors là, on les retrouve aussi chez les spécialistes, les agences Violet, Gamma, Magnum, etc. Et puis la presse d'époque, très importante. La presse d'époque, parce que en dehors des événements et des fêtes, bien souvent il y a des photos. Donc tout ça pour nous c'est intéressant. Avec quand même un bémol, c'est que en l'occurrence la presse elle s'est arrêtée de paraître début juin, quand les Allemands arrivaient sur Paris et que tout le monde commençait à déménager et à foutre le camp. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude de parler en public. Donc, comme la presse à ce moment-là s'est arrêtée de paraître et elle a reparu petit à petit à Bordeaux à partir du 22, 23, 25 juin. Donc, il y a un trou dans la presse. Puis elle a reparu, évidemment, pas avec la même orientation. Bon, à tous ces documents, on va les réunir. On va faire. Alors, compte tenu déjà de mon synopsis, je vais commencer à faire un premier montage. De toutes ces images, et puis je vais commencer à travailler sur un commentaire qui va compléter ce que disent les images, bien sûr. Mais je vais raconter ce qui s'est passé. Bon, c'est assez compliqué parce que il y a 2 mois qui sont importants. Les Allemands attaquent le 10 mai. Merci pour l'eau. Et le 25 juin, l'armistice entre en vigueur. Donc, pendant ce mois et demi, il y a beaucoup d'événements militaires et beaucoup d'événements politiques. Comment raconter cette histoire ? Je pense que le mieux, c'est de le raconter dans un ordre chronologique, parce que sinon les gens vont être perdus. Il y a déjà trop de choses. Les gens vont être perdus si on ne le raconte pas dans un ordre chronologique. En plus de ça, il y a 2 strates qui vont se superposer. C'est les militaires, les opérations militaires, et puis tout ce qui se passe dans les coulisses des politiques autour de Renault. Parce qu'il y a 2 tendances qui se font jour. C'est des partisans de l'armistice, très vite. Et les premiers à en parler, ce sont les militaires. Et les partisans de la poursuite de la lutte à outrance, ça c'est les politiques, Paul Reynaud, Georges Mandel, De Gaulle. Et les bagarres entre eux vont augmenter jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Reynaud démissionne et que Pétain prenne le pouvoir. Enfin, soit nommé, avant de prendre le pouvoir, soit nommé président du Conseil, le 16 juin. Mais ça se passe au jour le jour aussi. Alors si on raconte ça comme ça, jour après jour, les militaires ont fait ceci, les politiques ont dit cela, ont fait ça, etc., ça va paraître très très vite fastidieux. Il me faut trouver un angle, une histoire que je vais raconter, qui sera une histoire dans l'histoire, et qui va intéresser, qui va humaniser le propos, parce que simplement raconter des faits comme ça va être un petit peu fastidieux au bout de très vite, et puis c'est froid. Tandis que si je trouve une petite histoire dans la grande histoire, je vais humaniser mon propos. Donc il me faut trouver cet angle, et ça c'est le plus difficile. Et puis je me souviens qu'en lisant les mémoires plutôt en lisant un livre que vient de sortir Jean-Pierre Richardot, qui s'appelle Les 100 000 morts oubliés de la bataille de France. Il y a eu 100 000 morts dans cette bataille, tout le monde l'oublie. Je tombe sur une anecdote de 3 régiments particuliers, ce qu'on a appelé les régiments ficelles. Alors ce drôle de nom a retenu mon attention. Et qu'est-ce que c'est que ces régiments ficelles ? En fait, ce sont des régiments qui ont été formés par des volontaires étrangers qui étaient en France à ce moment-là, qui étaient réfugiés français, réfugiés en France, et qui se sont engagés volontairement pour la durée de la guerre, pour défendre les valeurs de la démocratie, les valeurs de la France contre le nazisme. Je me dis, tiens, ça c'est une histoire qui n'est pas connue, qui est intéressante. Je commençais à fouiller là-dedans. Personne ne connaît.
Alors, je suis allé aux archives de l'armée, au Chat, à Vincennes. J'ai trouvé un petit dossier comme ça, alors que où ils en parlaient un petit peu, qu'étaient des journaux de marche. Je suis allé à Aubagne, à Marseille, pareil. Alors j'ai commencé à interroger les quelques témoins que j'ai recherchés et puis que j'ai trouvés. Alors ces régiments, donc c'était des étrangers. Il y a eu 47 nationalités qui se sont engagés dans ces régiments. En majorité, c'était des républicains espagnols qui venaient de se réfugier en France. Il y en avait beaucoup à l'époque. Et des juifs aussi qui arrivaient d'Europe de l'Est. Et donc ils ont été dirigés sur un camp d'entraînement à Barcarès, à Port-Barcarès, où avaient été reçus peu avant d'ailleurs les républicains espagnols. Pardon. Et ils ont été instruits pendant un mois et pendant un an à peu près, pendant toute la drôle de guerre, à partir de septembre jusqu'en juin, jusqu'en mai. Et à partir de mai, on les envoie vers le front. Ils étaient extrêmement mal équipés, extrêmement mal outillés. On les a appelés ficelles parce que justement, ils n'avaient pas de jugulaire, par exemple, à leur casque, ils n'avaient pas de bretelles à leur fusil et ils remplaçaient ça par des ficelles. Et voilà comment on les envoyait au front. Donc je me suis dit que c'était à un moment où en plus on parlait de l'identité française, je me suis dit que c'était un bon moyen d'aborder ce film. Et je vais faire mon film, je vais raconter... je vais raconter ce film à travers leur histoire. Et alors maintenant, dernière chose, il faut quand même trouver des témoins. Et par les associations d'anciens combattants, j'ai trouvé 5 anciens de ces régiments, les RMVE, qui ont tous entre 90 et 95 ans, qui sont des types formidables, qui ont eu des parcours absolument extraordinaires et dont le témoignage va me servir justement à humaniser complètement mon film. Et là, j'en étais très heureux. Bon, on va rentrer dans les détails. Alors, bon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais monter mon film et puis je vais raconter l'histoire. L'histoire des régiments, ça va être un film à 3 niveaux. L'histoire des régiments, dans l'histoire de la guerre en général, et avec en toile de fond toute la bagarre politique entre ceux qui veulent se battre et ceux qui ne le veulent pas. Excusez-moi. À partir de ce moment-là, j'ai 2 possibilités, 2 démarches possibles. Raconter les événements bruts. Tel jour, il s'est passé telle chose. Le régiment a fait ça. Il y a un témoin qui va me dire, le 22, on est parti, il pleuvait, on nous a donné 10 cartouches pour monter dans tel bois, pour se mettre à l'affût, pour attendre les chars allemands qui arrivaient sur nous. On nous a demandé de tenir. On a fait ce qu'on a pu. Bon, ça, c'est du factuel. Si j'ai des images d'archives, j'en ai pas sur les régiments ficelles malheureusement, mais sur quand même la guerre, etc. J'ai pas mal d'images qui viennent que j'ai été allé chercher à Washington. Je vais raconter une histoire. On va dérouler un bel album avec des belles images. J'aurais raconté ce que je vous disais, des faits bruts. Je me serais borné, disons, à transmettre pour faire connaître. On connaîtra cette histoire, mais ce sera tout. Or, j'ai une démarche un peu différente. Je cherche comment dirais-je, à transmettre avec un plus. Transmettre pour faire comprendre. C'est-à-dire adopter la démarche de l'historien qui, en racontant les événements, va donner des explications, va donner le pourquoi des choses. Et alors là, je fais appel à un historien, moi-même n'étant pas historien patenté, pour crédibiliser mon film, pour rassurer les producteurs et diffuseurs aussi, et puis pour que
personne ne me reproche un manque de légitimité pour en parler, je fais intervenir un historien qui a un regard, en plus de ça, neuf et original sur la question. Là, en l'occurrence, il s'agit de François Delplat, qui a beaucoup travaillé sur les archives anglaises, ce que les autres n'ont pas fait. Et il va nous apporter un regard un peu différent, un regard plus original. Pour vous donner un exemple, Paul Baudouin, dans ses souvenirs, nous parle de la fameuse réunion de Canger le 13 juin, panique générale, les Allemands sont aux portes de Paris, le gouvernement s'est replié en Touraine avant d'aller, il est sur la route de Bordeaux. Il y a une grande réunion avec Churchill, réunion interalliée. Baudouin est chargé de demander, ça fait 8 jours qu'ils en parlent, de demander à Churchill s'il autoriserait les Français, ses alliés, à demander l'armistice. Parce qu'il faut savoir que le 28 mars, Français et Anglais avaient signé un accord selon lequel, au terme duquel, il était interdit à l'un des deux alliés de demander un armistice séparé. Donc, Reynaud est très embêté, il veut pas demander l'armistice, mais bon, il est poussé par les autres membres du gouvernement. Alors il en parle à Churchill avec beaucoup de circonvolutions. Il finit par lui poser la question, et Churchill le voit venir. Et Churchill lui dit je vois que vous allez demander l'armistice. Sous-entendu, si je comprends bien, vous allez demander l'armistice. Ce que Paul Baudouin, dans ses souvenirs, traduit par « Churchill nous donne l'autorisation, il nous déclare textuellement « Je comprends que vous demandiez l'armistice ». Ce que n'avait pas dit du tout Churchill. Et ça, bon, par exemple, c'est François Delplat nous met ça en clair, nous traduit. Il a travaillé sur les mémoires de Lord Halifax, qui était au Foreign Office à l'époque, et qui raconte cette histoire puisqu'il était présent à cette réunion. Donc, pour vous dire tout le travail de l'historien et et la valeur ajoutée que va apporter l'historien avec un nouveau regard sur ces faits. Et une légitimité aussi pour en parler, puisqu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc là, je pense que j'aurais transmis pour faire comprendre. Ce qui est un peu plus que transmettre uniquement pour faire connaître. Alors, si vous voulez, on peut faire une petite pause, passer un extrait d'un autre film. Et au moment où il a prononcé cette intervention, ça a été refait après. Et il y a, je crois, 3 ou 4 déclarations de De Gaulle du 18 mai. Et justement, François Delplat est en train de travailler là-dessus. Alors, j'ai pas tout à fait fini tout à l'heure ce que je voulais dire. Je vais peut-être en profiter pour terminer. Transmettre pour qui et pourquoi. Souvent, il y a des personnages, deux des personnes de ces régiments, dont un en particulier 95 ans, un type formidable. Tous les mercredis, il va faire son tournoi de bridge. Il prend le bus. Enfin bon, il est dans une forme éblouissante. Il me disait, mais qui ça intéresse votre film? Moi, je veux bien témoigner, mais qui ça va intéresser? Ça intéresse personne. Alors je le dis. D'abord, nous, on a le droit de savoir comment ça s'est passé, parce que c'est notre passé, c'est notre patrimoine, et au même titre que les monuments historiques, on a le droit de connaître notre passé. D'autre part, c'est très important aussi pour les groupes, pour beaucoup de gens, pour un problème d'identification. Ce qui fait l'identité d'un groupe aussi, c'est son passé, c'est son histoire. D'ailleurs, je crois savoir que
je ne sais plus, quelqu'un d'entre vous hier me disait que à l'hôpital maintenant, on commence à travailler sur l'historique et sur l'histoire de l'hôpital. Je crois que c'est vous, Christine. Enfin bon, peu importe. Donc, je pense que c'est effectivement ce qui fait l'identité d'un groupe. C'est le sentiment d'avoir un passé commun, une histoire commune, et ce sentiment peut souder ce groupe. Bon, en ce sens, il y a donc un devoir de mémoire. Et puis, au-delà de la notion identitaire, il y a aussi le fait que la connaissance du passé peut éclairer le présent. Ça, c'est enfoncer des portes ouvertes. Mais enfin, c'est bon de le rappeler. Comment, par exemple, un exemple entre mille, comprendre que Bayonne soit une capitale du chocolat. Si on ignore que les Juifs séfarades ont été chassés, les Juifs séfarades ont été chassés d'Espagne par Isabelle la catholique et ont amené avec eux tout leur savoir sur le chocolat. Et ils sont installés beaucoup à Bordeaux. Donc, l'histoire éclaire aussi le présent. Il est également aussi important de transmettre des témoignages irréfutables, d'où l'intérêt d'interviewer, pour moi, des témoins pour faire taire les révisionnistes. Enfin, une question, on en a parlé avec Christine, l'histoire a-t-elle valeur d'exemple? Sa connaissance permet-elle de guider le comportement des générations futures? Alors c'est là où moi je suis plutôt pessimiste, mais pas foncièrement, je suis plutôt réaliste d'ailleurs je dirais. Cela dit, il y a les deux réponses sont possibles. Réponse négative, on voit bien que par exemple après l'éruption de la montagne Pelée en 1902, les gens ont recommencé à construire leur maison à Saint-Pierre-de-la-Martinique comme avant. Il y a peut-être un peu moins de monde, mais il y a encore beaucoup de maisons. La même chose à Pompéi. Los Angeles est traversé de secousses sismiques régulièrement. De temps en temps, il y a un pont sur la baie qui s'effondre. On le reconstruit. Dans un autre domaine, on peut penser que Hitler n'a pas tiré les leçons de l'épopée napoléonienne. Quand il est allé perdre ses troupes dans les steppes enneigées de la Russie. On peut se demander aussi si l'histoire avait valeur d'exemple, pourquoi la démocratie athénienne, dont le rayonnement universel est parvenu jusqu'à nous, pourquoi ce modèle ne s'est pas imposé à la terre entière. C'est là où je suis donc un peu pessimiste. Par contre, on a aussi un exemple récent avec la crise actuelle. Les politiques se sont empressés, au souvenir de la crise de 29, de prendre toutes les mesures appropriées, d'inspiration souvent keynésienne d'ailleurs, les mêmes que Roosevelt, pour soutenir et relancer la machine économique. L'histoire a servi d'exemple. On a empêché la Grande Dépression de 1929-1930. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Enfin bon, je suis quand même assez pessimiste parce que malheureusement, bien que l'histoire nous apprenne que tous les grands empires se sont écroulés un jour ou l'autre, bon, il y a toujours un nouveau conquérant qui veut le bien de l'humanité entière et qui va tout mettre à feu et à sang. Voilà. Et ça, je dirais que c'est une chose que m'a enseigné l'histoire. C'est une leçon d'histoire pour moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.